Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de préférer Espace TV pour vous mettre au bain de l'actualité. Au sommaire de ce 22h, Dr Kassory Fofana et compagnie restent en détention. La Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la CRIEF a rejeté ce mardi leur demande de mise en liberté. Les avocats des anciens hauts cadres du régime Condé désapprouvent la décision. Le 4 juin est la date indiquée par la CEDEAO pour statuer sur la situation politique en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. La question au bout des lèvres, la Guinée réussira-t-elle à échapper aux sanctions de l'institution sous-régionale? Nous vous proposons la rétrospective des faits marquants et la sortie du président de l'Union africaine sur le sujet avec Mamadou Sadio Baldé. Dans l'angle de ce mardi, on s'intéresse à l'organisation des fêtes tournantes de l'indépendance sous la gouvernance Alpha Condé. Plusieurs préfectures ont certes été dotées d'infrastructures sociales de base, mais le constat ce jour est alarmant. Beaucoup de chantiers dans certaines localités peinent à être achevés. C'est le cas notamment de Beila dans la région forestière. André Mossier, Milimono et Aboubakar Keke-Bangoura se sont intéressés à ce sujet et c'est l'angle de ce soir. Voilà pour le sommaire, les détails c'est juste après cette virgule. Bienvenue à tous. Ils s'attendaient à être libérés. Finalement, la Chambre de contrôle de la CRIEF les maintient en détention. Kassory Fofana, Mohamed Diané et Oye Guilavogui vont donc encore patienter à la maison centrale de Conakry. Leurs avocats expriment toute leur déception et parlent d'harcèlement. Ils n'excluent pas cependant de se pourvoir jusqu'à l'obtention d'une liberté. Alseni Bari, Ibrahim Souma. En l'absence de leurs clients détenus à la maison centrale, les avocats de Kassory Fofana, Mohamed Diané et Oye Guilavogui ont assisté au verdict de la chambre de contrôle de la CRIEF. Elle infirme l'ordonnance de mise en liberté conditionnelle des 3 anciens ministres de l'ancien régime. Une déception pour l'un des avocats qui parle d'harcèlement et de détention arbitraire. Car pour lui, la CRIEF ne détient aucune preuve contre ses clients. Ils ont infirmé l'ordonnance de placement de nos clients sous contrôle pour ordonner leur maintien en détention. Et le juge, cette fois-ci, a décerné le mandat à la chambre de contrôle pour pouvoir valider l'illégalité du procureur très spécial, M. Ali Touré, qui est là pour une transition, qui confie sa carrière à une transition. Je suis désolé, c'est une honte à l'état de droit. La jeunesse de la magistrature ne veut pas nous donner de la confiance pour que le Guinéen soit en sécurité juridique. Les avocats n'excluent pas de se pourvoir en cassation. On viendra au Conseil de l'ordre pour continuer le débat. C'est possible le pourvoi, c'est possible de venir encore formuler une demande de liberté. Mais la lutte continue. Mais en tout cas, malheureusement, on vient de subir encore de l'injustice, on vient de subir encore le sale boulot de la transition. Détenu depuis le 6 avril, l'ancien Premier ministre ici s'apprête à faire les 2 mois à la maison centrale de Conakry. Pour le moment, tout porte à croire qu'ils y resteront jusqu'à l'ouverture de leur procès. Après l'étape de Zérékoré, l'équipe gouvernementale a tenu ce mardi à Kankan son 2e conseil interministériel à l'intérieur du pays. C'est la salle de conférence du gouvernorat qui a abrité le 10 conseil placé sous la houlette du Premier ministre Mohamed Beavogui. Au sortir de la salle, Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, s'est prêté aux questions des journalistes. On l'écoute au micro d'Alphomar Koïta, notre correspondant régional. 3 ministres avaient des communications aujourd'hui, celui du tourisme, celui des télécommunications et le ministre de l'économie et des finances. Donc des discussions ont porté sur ces 3 thématiques-là, sectorielles, et puis sur la préparation de la loi de finances rectificative qui aura lieu au courant du mois de juin et la communication que le chef de gouvernement va avoir à faire sur la politique générale du gouvernement qui va faire une déclaration devant le CNT. Donc c'est tout ceci et puis derrière les divers, nous avons abordé la suite de la mission, aussi bien dans la région administrative de Kankan que ce qui va être fait sur l'étape suivante de l'AB. Donc voilà, et puis pour le détail, c'est à l'issue du Conseil des ministres
et sur les points qui seront validés que nous vous ferons une communication. Je vous le disais au sommaire, le sort de la Guinée sera débattu le 4 juin à Accra. La CEDEAO a-t-elle pris suffisamment de la température interne avant de prendre une décision? Les autorités guinéennes réussiront-elles toujours à souffler le chaud et le froid pour échapper une énième fois à des sanctions? Retour sur quelques faits marquants et la sortie du président de l'Union africaine avec Mamadou Sadio Baldé. Le génie militaire, adossé à celui civil, donne le plus souvent un complément d'ambiguïté. Les deux figures phares de la transition guinéenne ne manquent de finesse. Tout le monde épilogue sur la durée de 39, de 36, peut-être que c'est 10 mois, peut-être que c'est 50 mois, peut-être. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? Peut-être 50 mois, peut-être même plus. Car le ministre porte-parole précise que la durée de la transition doit être dissociée à celle du retour à l'ordre constitutionnel. Le tandem Gawal-Amara marche bien sur ce coup. Il faut séparer la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. La transition, c'est depuis le 5 septembre. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est adossé à ce calendrier de 36 mois. Ce sont deux processus qui sont en cours maintenant. Ça a commencé déjà ou pas? On est en transition depuis le 5 septembre. Mais le retour à l'ordre constitutionnel, il faut 10 étapes clés pour sortir de la transition. Qui se feront en 36 mois. Et c'est ces étapes-là qui se feront en 36 mois. Et c'est très important. Parce que si la première étape, c'est la révision, la mise en place du fichier électoral. Le déroulement de 10 étapes annoncées avant le retour à l'ordre constitutionnel a-t-il commencé au cas où il n'est pas exécuté? Quel sort sera réservé à la durée de la transition? La réponse de Gawal est limpide. En réalité, ça commence quand on commence à dérouler les étapes. Même si on vous dit que la transition, elle va durer 3 jours. Si on ne fait rien, mais on reste toujours dans la transition. Les partenaires comme la CEDEAO entendent tout et voient tout. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, prévient, je cite, la CEDEAO va devoir prendre des mesures. Pendant ce temps, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme invite le CNRD à révoquer l'interdiction de manifestation. Nous appelons les autorités de transition guinéennes à révoquer l'interdiction qu'elles ont imposée aux manifestations publiques. Fin de citation. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a abrité ce mardi la réunion d'échange sur la stratégie de cohabitation entre les projets de développement et de conservation dans le paysage du futur parc national Pinseli Soya Sabuya en présence de tous les acteurs concernés. Il a été question de faire des recommandations et de minimiser les risques sur le tracé du corridor Kerouané-Forêt-Karia. Antoinette Dédé Onivogui pour le compte-rendu. C'est en présence des 7 ONG internationales considérées comme acteurs indépendants, toutes les directions techniques du ministère de l'Environnement ainsi que les promoteurs du projet que la réunion d'échange a eu lieu. Objectif, définir la stratégie de cohabitation des projets évoluant dans le paysage du futur parc national Pinseli Soya Sabuya. C'est un grand projet qui tient au cœur de tous les Guinéens. C'est pour cela que nous savons cette grande responsabilité sur nos épaules. Nous souhaitons travailler étroitement avec l'autorité guinéenne et surtout pour moi, le ministère tutelle, soit le ministère de l'Environnement, pour faire un excellent travail et réaliser un très beau projet pour la Guinée. Elle va aussi permettre au cadre du ministère de s'approprier les méthodes et outils de valorisation de la diversité biologique et d'appréhender avec justesse les impacts des mesures incitatives qui seront mises en place pour accélérer le développement socio-économique. Alors, nous sommes dans une situation où on peut réellement parler d'enjeux de développement durable, de perspectives de développement durable, parce qu'il faut concilier ce projet qui est classé dans la catégorie des PIN. La réalisation du projet va forcément avoir des impacts négatifs sur la nature. C'est pourquoi il est nécessaire de conjuguer les efforts pour minimiser les dégâts. Les constructeurs du chemin de fer ont pris conscience de ce problème. Le ministère de l'Environnement pousse beaucoup pour qu'il y ait des solutions qui sont appliquées sur le terrain pour être favorables. Et donc, nous, la VCF, on accompagne le gouvernement au niveau du ministère de l'Environnement pour essayer de trouver les meilleures solutions pour trouver une conciliation, une harmonisation entre les besoins de développement d'un côté et la préservation de la nature de l'autre côté.
Cet atelier va aussi permettre de sortir des recommandations techniques à soumettre à l'appréciation de la ministre de tutelle pour les dernières décisions. L'humanité célèbre ce mardi 31 mai 2022 la journée internationale sans tabac. Le thème retenu cette année est le tabac, une menace pour notre environnement. En Guinée, cette journée passe inaperçue. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques fumeurs et une structure de lutte contre le phénomène. Rosaline Goto-Monemo, Djibril Kaba-Kamara. Cet homme fume depuis près de 27 ans. Il termine un paquet et demi de cigarettes par jour. C'est la cigarette qui lui donne la motivation et la force de travailler, nous explique-t-il. Il dit avoir été entraîné par un ami dans cette aventure. Si on me demande d'arrêter la cigarette aujourd'hui, c'est comme, ça sera comme perdre un membre de la famille. Parce que, par exemple, quand je suis en train de travailler, la nuit tardive, des fois, je peux travailler jusqu'à 3h, 4h. Mais quand la cigarette finit à 22h ou 23h, le travail est fini. Je ne peux plus avoir maintenant le courage de travailler. Chaque fumeur a ses raisons. Cet autre fume depuis 10 ans. Pour lui, la cigarette est comme un moyen de dissiper la douleur et la colère. Une échappatoire, il souhaite l'arrêter, mais n'y arrive pas encore. Je peux faire 10 jours quand même sans fumer. Ça prend une décision. Je cherche à me débarrasser de la cigarette, mais je ne parviens pas. Au regard des conséquences du tabac sur la santé, ils sont nombreux ces fumeurs qui sont aujourd'hui dans les regrets de ne pas pouvoir se débarrasser de ce vice. Ce fumeur en fait partie. Il a profité de cette occasion pour inviter les non-fumeurs à éviter la cigarette. La cigarette, ce n'est pas le tabac. C'est la nicotine et le goudron. Et c'est les deux qui nous tuent. Ceux qui ont eu la chance de ne pas connaître la cigarette, je vous prie de ne pas vous approcher à la cigarette. Elle est mauvaise. Créée en 2000, l'association Sans Tabac en Guinée se bat pour la lutte contre le tabagisme dans le pays. Pour réussir dans son combat, le président de la structure demande à l'État de faire de la promotion de la lutte contre le tabac une priorité. L'association Sans Tabac en Guinée a mené plusieurs actions sur le terrain. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le tabac, son président invite les autorités à rehausser la taxe sur le tabac afin de réduire le nombre de fumeurs dans le pays. Ibrahim Sori Sissé s'est confié à Rosaline Goto-Monemo. Suivez. L'aéroport Sans Tabac, je vous l'avoue que je suis l'un des pionniers de l'aéroport Sans Tabac. Aujourd'hui, on ne fume pas à l'intérieur de l'aéroport de Conakry. Je dis bien à l'intérieur comme dans la salle d'attente. Nous avions mis en place aussi l'hôpital Sans Tabac qui n'a pas eu assez d'effets, mais au sein de l'hôpital Donka, avant la rénovation, on ne fumait plus dans les salles où on alitait les malades. Je demande au gouvernement guinéen, aux décideurs politiques, d'augmenter la taxe sur le tabac. Si la taxe est augmentée sur le tabac, cela va diminuer le nombre de fumeurs parce qu'il n'y aura plus la vente des cigarettes par unité, mais les gens vont vendre les cigarettes par paquet. Si un paquet de cigarettes coûte 25 000 francs, c'est un exemple que je donne. Le nombre de fumeurs va diminuer. Quand vous prenez la France, vous prenez 10 euros. Un paquet de cigarettes en France, c'est 10 euros. Ça vous fait 100 000 francs ici. Si l'État guinéen augmente la taxe sur les produits du tabac, c'est-à-dire la cigarette, chicha et autres, mais on va avoir de l'argent dans la caisse de l'État et ça va sauver des vies humaines. C'est ce que la génération Sans Tabac cherche. Les îles de la commune de Matoto ont été touchées par les opérations de vaccination contre la Covid-19. Très tôt ce mardi matin, une équipe vaccinale accompagnée de la directrice communale de la santé de Matoto et les chefs de centre de santé de Dapompa et Bessiaport 2 étaient sur les lieux en cette première journée de vaccination sur les îles. Les enfants âgés de 12 à 17 ans ont bénéficié du vaccin ainsi que les nouveaux candidats à la vaccination. Ali Badra Kamara et Abdoulaye Kamara sont de retour des îles de Kaboufou, Kassabouya et Amdalaï. Suivez. Depuis la détection du premier cas de Covid-19 en Guinée en 2019, c'est seulement maintenant que ces insulaires reçoivent pour la première fois une équipe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire à travers la direction communale de la santé de Matoto. Ibrahim Kamara, 35 ans, n'a jamais été vacciné contre ce virus
qui a ôté la vie à plus de 400 personnes dans son pays. C'est la première fois que je me fasse vacciner. Je n'ai rien ressenti. Aucun citoyen sur ces îles ne sera oublié par cette opération de vaccination, rassurent les autorités sanitaires et leurs partenaires. Bon, le ministère de la Santé avec les partenaires nous ont mandaté de venir protéger les habitants de cette île, de la communauté de Matoto. Moi, franchement, depuis que je suis à Conakry, c'est ma première fois de venir sur cette île. Je ne savais même pas s'il y avait des habitants qui vivaient par là. Après ces activités vaccinales, un numéro sera mis à la disposition des insulaires en cas d'effets secondaires post-vaccinaux. Et la prise en charge elle est gratuite. Donc avant de quitter l'île, nous allons laisser le numéro, surtout moi mon numéro en tant que chef de centre, avec le chef secteur, avec qui nous sommes toujours en connivence. Donc au cas où il y aurait des MAPI, quel que soit leur état de gravité, alors le centre de santé va mobiliser ses agents. La direction communale de la santé de Matoto compte revenir après 2 semaines pour immuniser ses insulaires contre la COVID-19. Parlons à présent d'hygiène. L'hygiène adoptée durant les périodes de menstruation. Mais quel type de protection doit-on utiliser pendant les règles et durant combien de temps? Doit-on d'ailleurs garder ces protections hygiéniques? Notre reporter Aminata Massile Bangoura a rencontré quelques jeunes filles. Suivez son reportage. Par manque d'éducation sexuelle dans les familles en Guinée, de nombreuses jeunes filles ont du mal à gérer certaines préoccupations liées à leur intimité. C'est le cas des menstrues qui, pour la première fois, arrivent de façon surprenante chez de nombreuses d'entre elles. La première fois que j'avais vu mes règles, pour moi c'était trop bizarre, je n'étais pas au courant et tout. Quand j'ai vu, je saignais, j'étais étonnée, j'avais peur. Donc j'avais appelé ma grand-mère, elle avait rigolé sur moi et tout. Après elle m'a dit que je suis devenue une femme maintenant. J'ai mes règles, c'est des menstrues et tout. Elle m'a expliqué comment faire. Pourtant, les jeunes filles doivent être sensibilisées sur ce sujet afin qu'elles puissent savoir comment prendre soin d'elles, notamment de leur hygiène intime pendant les règles, qui est d'ailleurs primordiale pour la santé de la femme. Dès que je sens mouillée, je change. Je n'aime pas rester avec ça à tout moment. Je trouve ça gênant en fait. Dès que ça se mouille, je sens que c'est lourd à moi, je l'enlève directement. Pour ces dernières, l'hygiène intime durant les menstruations est d'une nécessité capitale pour les femmes. On doit changer tout le temps de coton. Quand on utilise, on doit être propre. C'est ça qui est bon. Pour l'utilisation des pailles, je ne suis pas contre. Je préfère utiliser des cotons hygiéniques. Et ça aussi, il ne faut pas que tu vas la lever directement et le jeter. Ce que moi je conseille, au moins si tu ne peux pas changer à tout moment, tu peux quand même faire 3 fois dans la journée, pour ne pas rester avec ça en évitant les infections. Pour celles qui utilisent les serviettes hygiéniques, il est déconseillé de les garder plus de 4 heures car cela favorise la macération du sang et peut provoquer l'apparition des mauvaises odeurs. Les tampons également doivent être changés en fonction du volume de sang jusqu'à 8 heures au maximum pour assurer le bien-être. Au même moment, un atelier sur l'hygiène menstruelle se tient depuis ce matin à Conakry. Il est organisé par l'UNICEF qui vient de mener une étude socio-anthropologique autour des déterminants socio-culturels et sociologie économique de la gestion de l'hygiène menstruelle dans 20 communes de la capitale. Le rapport a été partagé lors de cette rencontre. Selon l'institution, 66% des jeunes filles en Afrique ne disposent pas d'informations nécessaires sur leur période menstruelle. Mariam Fodé Kamara, Ibrahim Souri 5 Soma. La menstruation est un processus normal et périodique chez les femmes. Elle fait partie du système de reproduction de la femme.
Si la jeune fille est préparée à ce qui l'attend, elle peut mieux vivre l'expérience. C'est dans ce cadre que l'UNICEF, à l'occasion de la Journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle, a organisé cette rencontre pour aider les adolescentes à briser le silence et le tabou autour du sujet, d'où cette étude. Cette étude vise à décrire les perceptions, les connaissances, les attitudes, ainsi qu'à comprendre les normes sociales et les facteurs culturels et socio-économiques autour de cette question. Dans certains pays de l'Afrique, les élèves filles manquent jusqu'à 20% de jours d'école dans leur cycle menstruel, ce qui constitue un risque accru d'abandon scolaire et qui affecte même leur performance scolaire. La bonne information sur l'hygiène menstruelle va permettre aux jeunes filles de prendre leurs dispositions, explique la présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée. La bonne information permet à la jeune fille d'être préparée mentalement. Ça lui permet aussi surtout de savoir vers où mettre la tête et se protéger contre les problèmes. Elle peut être confrontée, notamment les questions de grossesse non désirée, la sexualité précoce et tout ce qui va avec. La directrice nationale de l'action sociale salue l'initiative. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier l'UNICEF pour cette belle initiative qui contribuera à l'atteinte des objectifs assignés à notre département pour le bien-être des femmes et des adolescentes. La santé en général et l'hygiène menstruelle en particulier restent une priorité pour l'UNICEF. Des combats menés au quotidien pour les droits des enfants, notamment les jeunes filles et les adolescentes. Les examens nationaux en Guinée, c'est pour bientôt, mais déjà sur le terrain, des structures syndicales dénoncent le choix sélectif de certaines structures syndicalistes pour la supervision des examens. Le SNE, la FSPE et le SLEG dirigés par Aboubakar Silla ne se retrouvent pas dans la procédure, mais disent être disposés à superviser ces examens. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Kamara. Quelques jours avant le démarrage des examens nationaux, des voix s'élèvent pour dénoncer la démarche du ministre Guillaume dans le processus d'organisation. 3 structures syndicales, à savoir le SNE, la FSPE et le SLEG, dirigés par Aboubakar Silla, disent être exclus du processus. On valide certaines listes et on invalide d'autres, c'est-à-dire la liste du SLEG de Kadia Touba et la liste du SLEG d'Abouakar Souma sont validées. La loi ne prévoit pas la supervision des examens par les structures syndicales, reconnaissent-ils. Mais alors, comment comprendre le choix des autres structures syndicales? Ces acteurs parlent du déploiement de mesures dans le choix des structures par les autorités éducatives. Pourquoi afficher sa préférence pour un groupe, une catégorie de syndicats? Le choix sélectif des structures syndicales pour la supervision des examens a bien une explication selon ce syndicaliste. Le SLEG d'Abouakar Souma et le SLEG de Kadia Touba sont associés à ces examens parce qu'ils ont aidé le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à piétiner notre mode, à saboter notre mot d'ordre de grève. Le département de l'éducation ne reconnaît pas ces accusations. Le chargé de communication explique que le département obéit à une procédure pour le choix des participants aux différents examens nationaux. Nous demandons à nos structures à la base de s'appuyer sur certains aspects, surtout dominés par la moralité et l'intégrité des enseignants durant l'année scolaire pour nous faire le choix des enseignants dans le tas. Ces syndicalistes disent être prêts à superviser tout le processus des examens pour enfin élaborer un rapport qui sera rendu public. Dans la préfecture de Boké, les opérations de dégagement des emprises publiques ont débuté ce mardi dans la commune urbaine. Une situation qui intervient après une semaine de sensibilisation des occupants illégaux. Face aux préoccupations, le préfet colonel Séni Silver Camara rassure que cette opération de dégagement des encombrants physiques n'est dirigée contre personne. Reportage Omar Sori Camara. Tôt ce mardi, les propriétaires des kiosques, taudis, gargotes et boutiques ont reçu une visite des agents des services de défense et de sécurité mobilisés pour les opérations de déguerpissement des emprises de la route nationale numéro 3 et secondaire. Donc, quand l'opération a été initiée par le gouvernement, nous avons fait en 4 étapes. Moi-même en tête, en compagnie de tout le personnel de la police,
de la gendarmerie et une bonne partie de l'armée, de la douane. Nous avions sillonné de hangar à hangar pour dire aux intéressés, enlevez paisiblement vos tôles et vos chevrons, il ne faut pas que ça soit endommagé. Cette opération a lieu après identification des encombrants physiques et la sensibilisation sur l'utilité de la démarche. Cependant, certains occupants des emprises expriment leur colère et trouvent anormale cette opération de libération des encombrants physiques. C'est la première fois qu'ils viennent à Gorée-Mantepa. Nous avons perdu beaucoup de choses. C'est ici que moi aussi je gagne ma vie. Visiblement choquée, Sayon Kamara, commerçante, rencontrée au quartier Gorée, exprime sa surprise. Elle explique n'avoir pas été informée du passage de cette équipe de déguerpissement. Une opération comme partout où elle a lieu qui laisse les familles dans le désarroi malgré l'importance de la démarche. Ils ne nous ont pas avertis. Ils sont venus par surprise. Moi, j'ai échappé de justesse à la mort. Ils ont fait tomber la pente sur moi. Pour le préfet, les messages de sensibilisation ont été foulés au sol par des boutiquiers et étalagistes. Selon lui, si les voiries sont bien aérées, la ville sera agréable au profit de la population et ses visiteurs. Il faut que les gens comprennent que cette opération n'est dirigée contre personne, mais c'est pour embellir la ville de Boké. L'équipe nationale locale est exemptée du premier tour au compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui va se dérouler en Algérie. Pour sa rentrée en lice, les locaux guinéens joueront contre le gagnant du match Sénégal-Libéria. Seulement, depuis le dernier CHAN, la Guinée n'a ni sélectionneur ni équipe locale mise en place et pourtant, les échéances pour la qualification arrivent à grands pas et les potentiels adversaires du Sili ont déjà entamé les préparatifs. Qu'est-ce que cela pourrait engendrer comme conséquence? Hamdiata Ndiaye, reportage. Le Sili local est sorti 3e lors du dernier championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 au Cameroun avec la médaille de bronze. Mais depuis le départ de Kamfori Lapé Bangoura, après cet exploit face aux pays hôtes, les locaux guinéens n'ont toujours pas de sélectionneur. Malheureusement, dans notre pays, il y a cette culture de l'improvisation qui continue. Aux membres du CONOR, de rapidement nommer l'encadrement, constituer l'encadrement technique de l'équipe locale. L'équipe a incessamment besoin d'un sélectionneur. Il aura certes du pain sur la planche, mais pour ce journaliste sportif, l'expérience déjà acquise lors des précédentes éditions reste un atout. On est quand même habitué à cette compétition avec 2 parcours honorables. En 2016, on a été 4e. 2018, ça a été un fiasco total au Maroc, justement. Mais finalement, en 2020, au Cameroun, on a été 3e. Pour cet observateur, le sélectionneur des locaux devrait avoir le temps de visionner le championnat guinéen de Ligue 1 professionnel, ce qui n'a pas été le cas. Si on avait désigné un entraîneur, il aurait pu suivre le championnat et constituer un pré-groupe de 30 ou 40 joueurs, comme l'avait fait l'AP en son temps. Après un CHAN reçu, stoppé en demi-finale par le Mali, mais avec une prestation XXL, les locaux guinéens étaient pressentis un bel avenir. Vu les prouesses, certains étaient même sollicités par des clubs européens. C'était des révélations. Je peux citer entre autres Morla Silla, Moussa Kamara du Orea, également Victor Katabanduno du Wakria qui n'est plus là-bas. Vous avez Mamadouba Bangoura également qui était avec l'AS Kaloum et tant d'autres jeunes qui se sont révélés. Le prochain sélectionneur du Sili local aura pour principale mission la qualification de la Guinée pour le jeu continental du côté de l'Algérie, mais aussi jouer le dernier carré comme ce fut le cas lors de la dernière édition. Elhadj Djeriba Diaby rentre d'une tournée au Fouta. L'occasion a été pour lui de visiter la ville de la Baie et la sous-préfecture de Tchangelbori. L'ambassadeur de la paix a invité les citoyens à s'impliquer dans la promotion du vivre ensemble. Il a également martelé qu'il n'est pas membre d'aucun parti politique. Al-Sini Bari commente les images de nos confrères de la RTG. Après la visite de Tchangelbori et une petite tournée dans la ville de Labé, Elhadj Djeriba Diaby a pris la parole devant des notables et des fidèles religieux.
Il entame en disant qu'il n'a jamais été militant d'un parti politique, ni marabout d'un leader, avec pour crainte les comptes qu'il devra rendre à Dieu si jamais son candidat torture son peuple. Et je suis fier d'être marabout. Je suis un Diakanké, né, vivant, tant que je vis, et mes enfants aussi feront comme moi, avec toutes les fiertés. Mais je ne suis pas le marabout d'un leader parti politique, dans toute la Guinée. Je ne cautionne pas, moi, devant Dieu, que je t'ai aidé alors que tu es en train de faire le mal à ton peuple. Je ne le ferai pas. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une sensibilisation des citoyens sur la paix. On ne connaît pas le bonheur parce que tant qu'une personne, une Guinéenne pleure, nous nous pleurons. Tant qu'un Guinéen vit mal, nous vivons mal. Tant que la paix sociale n'est pas instaurée dans notre pays comme nous le voulons, nous n'avons pas la paix du cœur. Donc nous souffrons plus que tout le monde. Une visite saluée par la directrice générale du musée du Fouta. Elle réitère son engagement à soutenir la lutte pour la promotion de la paix. Le recevoir aujourd'hui au musée, c'est une joie immense pour nous et ça nous donne vraiment l'envie de travailler avec lui, d'être constant dans la quête de la stabilité et de la paix pour notre pays. Et nous avons tous les éléments pour ça. Cette visite de l'ambassadeur de la paix à Tchanguelbori et l'abbé s'ajoute à bien d'autres au Fouta et dans les autres régions du pays. Le journal se poursuit à présent notre angle. Les fêtes tournantes de l'indépendance initiées par l'ancien président Alpha Condé ont eu des impacts positifs à l'intérieur du pays. Plusieurs régions ont bénéficié d'infrastructures à cet effet. La préfecture de Beila, dans la région forestière, avait obtenu la construction de 6 infrastructures à l'occasion de l'an 55 de l'indépendance de la Guinée. À ce jour, seul le siège de la police a été réalisé et les autres chantiers sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Les habitants de Beila, quant à eux, continuent de réclamer le reste de ces infrastructures à l'État guinéen. Ces chantiers sont-ils à l'arrêt par défaut de paiement? Les autorités locales de Beila ont-elles été associées au projet? Les réponses, c'est dans ce grand format réalisé par André Mossier-Milimono et Aboubakar Keke Bangoura. En 2013, la Guinée organisait le 55e anniversaire de son indépendance et c'est la région de Zérékoré qui a abrité les festivités. Plusieurs infrastructures sont à cet effet octroyées aux différentes préfectures de la région. Sur 6 infrastructures, la ville de Beila n'obtiendra finalement qu'une seule, la police. Les 5 autres en chantier, notamment la résidence du préfet et la gendarmerie, sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Sur les raisons de l'arrêt des chantiers, le maire de la commune urbaine de Beila précise. Nous avons mené des démarches. Au temps du professeur Alpha Condé, il n'y a pas eu de suite. Nous avons fait un rapport adressé aux autorités, il n'y a pas eu de suite. Il y a eu des missions qui sont venues pour venir évaluer l'évolution de ces travaux, il n'y a pas eu de suite. La plupart de ces chantiers sont dans un état d'abandon total. Le chantier de la résidence du préfet est presque dans les oubliettes. Le préfet, quant à lui, réside dans un hôtel. D'ailleurs, de 2013 à maintenant, les préfets qui se sont succédés à Beila ici ont tous été logés à l'hôtel, faute de résidence. Le maire affirme pourtant que l'entreprise en charge de la construction de la résidence a reçu le financement du projet. Il dit ne pas comprendre pourquoi la construction tarde à être réalisée. Le montant du contrat était 1,717 milliard. Jusqu'à la date de 2020, l'entrepreneur avait déjà reçu 1,545 300 000, soit 90%. Le bâtiment n'est même pas à 25% de réalisation. Ces gens-là ne sont pas venus sur le terrain voir les réalités de l'évolution des travaux. Ils ont fait un avenant de 3,830 666 000. L'avenant est plus que le montant.
À son arrivée à la tête de la préfecture de Beila après les événements du 5 septembre dernier, le nouveau préfet, lui aussi, logé dans un hôtel, a cherché à rencontrer l'entrepreneur du projet, qui n'est jamais venu, selon lui. Le préfet dévoile également qu'aucune autorité de Beila n'avait à l'époque été associée ni à la passation du marché de ce projet, ni à son suivi. Si l'entrepreneur va, il négocie tout à Conakry, il a le contrat, eh bien, vous avez vu, nous il nous appelle sur le téléphone seulement, ah, tel doit être fait, tel doit être fait. Mais si une partie de ce contrat appartenait à la signature posée par le maire ou un responsable de la préfecture, vraiment ça pourra marcher. À quelques mètres de là, le siège de la gendarmerie de Beila. Le chantier est ouvert depuis plusieurs années, mais tarde à être finalisé. N'ayant aucun autre siège, les gendarmes ont été obligés d'occuper le chantier pendant que les ouvriers faisaient leur travail. Ils cohabitent au quotidien avec la poussière. Nous avons une mission régalienne à assumer, la protection des personnes et des biens. Il ne faudrait pas donc, compte tenu de l'état de notre bâtiment, qu'on va abandonner, attendre qu'on va d'abord finir le bâtiment pour faire notre travail. Mais nous le faisons quand même dans les règles de l'art, malgré cet état. Et quand vous dites quelle est la cohabitation, la nature de la cohabitation avec ces chefs, nous les laissons travailler. Et nous prenons quand même abri devant, comment dirais-je, à côté. Chaque fois qu'ils ont besoin de faire une partie, ils en ont le libre choix de faire où ils peuvent commencer. On les laisse faire. La gendarmerie est sans violon. Les malfrats et criminels sont directement envoyés en justice. Pourtant, le maire soutient que l'entreprise en charge de la construction de la gendarmerie a également reçu le financement du projet. Voilà pourquoi il ne comprend pas les raisons de ces années de retard. Jusqu'à la date du 2020, le montant du contrat, c'est 1 350 492 100 francs. À la date du 2020, il avait reçu déjà 1 215 442 890 francs, soit 90%. Comme la résidence du préfet et la gendarmerie, plusieurs autres infrastructures sont dans la même situation, le palais de la justice et le grand marché notamment. Ce citoyen pense que la préfecture de Beila a été victime d'oubli et d'injustice de la part des autorités du pays. Tu t'engages pour la cause de quelqu'un pour au moins qu'il pense à toi. Mais si vous êtes relégué au dernier plan, vraiment c'est comme si vous avez travaillé pour rien. La mairie pointe du doigt les entreprises en charge de l'exécution de ces travaux. Elle promet que si les chantiers n'avancent pas, une plainte sera déposée contre eux devant les juridictions compétentes. Nous allons engager des procédures à l'encontre de ces entrepreneurs. Dans les jours à venir, nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte contre ces entrepreneurs et nous comptons sur l'autorité judiciaire, le gouvernement, pour que la lumière soit faite. Les populations de Beila continuent de réclamer ces infrastructures qui, selon eux, leur reviennent de droit. Ils souhaitent que les nouvelles autorités du pays s'impliquent afin que ces projets voient jour, mais surtout que le préfet cesse d'habiter à l'hôtel pour regagner sa résidence dans les meilleurs délais. Place à présent à nos annonceurs dans la rubrique Public Reportage. La Direction générale d'Orange Finance Mobile Guinée a lancé ce mardi une nouvelle grille tarifaire d'Orange Money Guinée, une nouvelle stratégie qui baisse par endroits les frais de retrait et les rehausse ailleurs. Les étudiants de la 12e promotion option comptabilité de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia ont reçu ce week-end leur diplôme de fin de cycle. Installation ce week-end du bureau préfectoral de la Chambre du commerce de Fria. C'est un événement qui a eu lieu après la réactualisation des bureaux communaux, régionaux et préfectoraux par le ministre du Commerce, de l'Industrie et l'Artisanat. Je vous invite à suivre successivement ces éléments depuis le reportage et on se retrouve juste après.
Cette nouvelle grille tarifaire, plus simple et moins chère, entrera en vigueur dès le 1er juin. Elle passe de 10 à 5 paliers avec des baisses allant jusqu'à 50% sur certains paliers. Cette nouvelle grille tarifaire relative au retrait d'argent via Orange Money contribuera à l'amélioration du pouvoir d'achat des abonnés dans un contexte d'augmentation des prix sur les marchés mondiaux, mais aussi favorisera l'accès des populations les plus défavorisées aux services financiers mobiles. Nous avons constaté que notre identité visuelle prend un coup, un peu vieillot. Donc nous avons décidé d'améliorer pour être plus proche des populations. Vous savez que la majorité de la population est jeune. Donc notre identité visuelle se veut jeune, plus proche, plus fun. Pour un retrait de 100 000 francs, le client ne sera désormais facturé qu'à 2 000 francs. Et pour 50 000, il va être facturé à 1 000 francs guinéens. Conscient que cette évolution tarifaire entraînera une baisse des revenus aussi bien pour l'opérateur que pour les agents, la direction Orange Money a décidé de procéder à un ajustement des commissions dépôt et retrait en faveur des distributeurs et points de vente. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs de transfert. Donc nous avons mis en place dans l'application Orange Money la possibilité aux clients de bloquer les erreurs de transfert. Quand Orange appelle un client, il l'appelle avec un numéro qui est le 611 11 11 11. Donc, et si un client a des doutes, il faut qu'il appelle le service client, le 82 78, c'est gratuit. La direction d'Orange Finance Mobile Guinée réitère son engagement à favoriser un climat propice aux affaires pour ses partenaires tout en participant activement à l'inclusion financière et à la réduction de la circulation du cash. C'est un long parcours éducatif qui vient d'être bouclé par ces étudiants qui, durant plusieurs années, ont tenu à voir ce jour. Ces étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia entament désormais une nouvelle étape, celle des réalités de la vie. Conscients des réalités du marché de l'emploi, ces étudiants veulent prendre leur destin en main. Aujourd'hui, c'était à rappeler à tout ce monde présent notre parcours déjà que nous avons fait. Ça n'a pas été quelque chose de vain, mais le parcours, malgré qu'il a été long, mais nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons eu des capacités qu'il faut par rapport à tout cela. Nous avons reçu les formations requises pour combattre ici jusqu'au bout en ce qui concerne le marché d'emploi. Ça au moins c'est clair, qu'on le dise ou non. Nous sommes déjà formés pour aller jusqu'au bout, pour nous créer de l'emploi, même si l'État ne parvient pas, même si les entreprises ne peuvent pas. Ces activités d'éducation, d'apprentissage et de formation sont aussi le fruit des enseignants. La représentante de la marraine de la cérémonie encourage les récipiendaires à compter sur leur propre initiative pour réussir leur carrière. C'est donc une nouvelle lutte qu'ils doivent engager. En effet, sur la base d'une meilleure adéquation, emploi, formation, l'école vous a donné une formation, chacun dans un domaine précis. Il vous appartient désormais d'utiliser votre propre entre-gens pour votre parfaite intégration dans la vie socio-professionnelle active. Soyez assurés, chers récipiendaires, que notre accompagnement ne fera pas de faux. Nous serons toujours à vos côtés. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que le marché de l'emploi est saturé. Mais ceux qui bénéficient d'un accompagnement et un encadrement parviennent à se tirer d'affaire. Cette nouvelle équipe est composée de 15 membres, dont un président et 5 vice-présidents. Elle est faite avec des nouvelles configurations et des responsabilités partagées entre différents vice-présidents. Tenue à la mairie de Fria, cette installation a connu la présence des autorités communales et préfectorales. Conscient, le président passe déjà aux défis qui l'attendent. Nous savons que tout le monde nous attend à faire des efforts pour aider la population. Et compte tenu du protocole d'accord signé par le ministre du Commerce et l'ensemble du gouvernement et notre président national, nous ferons
ce qu'ils nous ont donné comme signe. Inviter les commerçants à être dans les normes, notamment à se faire enregistrer dans le RCCM, créer des conditions favorables dans les différents marchés en se focalisant sur la sécurité et la salubrité et produire des résultats positifs sont entre autres les recommandations faites par le président de la Chambre régionale du commerce, Elhadji Alimou Diallo, qui se félicite tout de même des avancées. Il invite également les membres à procéder à des séries de sensibilisation en vue d'engranger beaucoup plus de recettes. Nous avons dit qu'ils doivent sensibiliser tous les experts économiques. D'ailleurs, dès après, ici, on a une rencontre avec les nouveaux élus, membres du bureau, pour les informer de leur rôle. Heureusement, aujourd'hui, chaque membre, chaque vice-président est chargé d'un secteur. Donc, il faut qu'il sache ce qu'il doit faire. Satisfait, le maire promet de faciliter de travailler dans des conditions favorables dans le cadre de la mobilisation des recettes. S'il y a une franche collaboration entre nous, il y a des doléances à poser. Je crois que nous ne verrons pas peut-être le bout du tunnel, mais nous avancerons vers le bout du tunnel. Après l'installation des membres du bureau de commerce de Friant, le président de la Chambre régionale va se rendre dans les jours prochains à Bofa, à Gawal et à Koundara pour la même cause. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Kalisso grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Bonsoir.